Welcome to French Avenue, microphone. Welcome to French Avenue microphone. Bienvenue sur French Avenue. Aujourd'hui, nous ouvrons un espace de conversation très important. Il est normal de ne pas aller bien. Dans cette vidéo, nous sommes heureux de retrouver Monsieur John Miller et Madame Emily Davis pour un podcast captivant qui vous aidera à comprendre pourquoi il est essentiel d'accepter ses émotions, même les plus difficiles. Souvent, dans l'apprentissage d'une langue, on oublie que la communication ne se limite pas aux mots, mais inclut aussi les sentiments. Nous parlerons de tristesse, d'anxiété, de solitude et surtout, de comment ces émotions peuvent faire partie de notre vie sans être un obstacle à notre bien-être. Vous découvrirez des questions puissantes et des réponses réfléchies qui vous guideront dans cette démarche d'acceptation. Nous analyserons également des expressions et du vocabulaire spécifiques, tout en vous expliquant la grammaire liée à ce thème délicat. Que vous soyez à un niveau A2 ou C2, cette leçon est conçue pour vous aider à exprimer vos émotions avec plus de fluidité et de profondeur en français. Alors, préparez-vous à apprendre tout en prenant soin de vous. Bonjour à toutes et à tous, je suis John Miller et aujourd'hui nous abordons un sujet très important, souvent tabou, mais qui concerne tout un chacun à un moment ou un autre, le fait de ne pas aller bien. Bonjour, je suis Emily Davis. Oui, c'est un thème essentiel, surtout dans notre société où l'on a tendance à cacher ses émotions, ses faiblesses, ses moments difficiles. Il est primordial de comprendre que ces périodes sont normales et font partie de la vie. Il est tout à fait normal de ne pas aller bien. L'essentiel est de savoir comment reconnaître ces moments, les accepter et trouver les ressources pour avancer. À Monsieur Miller, beaucoup de personnes ont du mal à reconnaître qu'elles ne vont pas bien. Pourquoi est-il parfois si difficile d'accepter ces émotions négatives et comment peut-on commencer à les accueillir plutôt que de les repousser? Merci, Madame Davis, pour cette question essentielle. Reconnaître que l'on ne va pas bien n'est pas simple pour plusieurs raisons. Premièrement, notre société valorise souvent la force, la réussite et la positivité. On nous enseigne dès l'enfance qu'il faut être fort, courageux, et surtout ne pas montrer ses faiblesses. Cette pression sociale peut nous pousser à cacher nos émotions négatives par peur du jugement ou de paraître vulnérables. Ensuite, il y a aussi la peur de l'inconnu. Accepter ces émotions négatives, c'est entrer dans une zone où l'on ne contrôle pas tout. Cela peut faire peur, car ces émotions peuvent être intenses, douloureuses ou déstabilisantes. Pourtant, les rejeter ne fait que les renforcer, elles s'accumulent et peuvent causer du mal-être plus profond. Pour commencer à accueillir ces émotions, il faut d'abord apprendre à les nommer. Prendre le temps de se poser, de réfléchir à ce que l'on ressent, même si c'est difficile. Écrire un journal intime, parler avec une personne de confiance ou même écouter de la musique peuvent aider à mettre des mots sur ce qui se passe en nous. Il est important aussi de comprendre que ces émotions sont temporaires et qu'elles ont un rôle. Elles sont des signaux qui nous indiquent que quelque chose doit être changé, que nous avons besoin de repos, d'écoute ou d'aide. Enfin, l'acceptation ne veut pas dire résignation. Accueillir ces émotions négatives, c'est faire preuve d'une grande force intérieure. Cela permet de mieux se comprendre, de se respecter et d'avancer vers un mieux-être. Je conseille donc à tous d'adopter une attitude bienveillante envers soi-même, comme on le ferait pour un ami. Ce chemin d'acceptation est une étape fondamentale pour retrouver la sérénité. À Monsieur Miller, quelles sont les stratégies concrètes que vous recommandez pour gérer les moments où l'on ne va pas bien, surtout quand on est seul ou loin de ses proches? C'est une question très pertinente, Madame Davis. Gérer ces émotions négatives seul peut sembler difficile, mais il existe des stratégies efficaces que chacun peut mettre en place. Tout d'abord, il est essentiel d'accepter ce moment sans se juger. Se dire que c'est normal, que cela arrive à tout le monde, peut réduire la pression intérieure. Ensuite, la respiration est un outil simple mais puissant. Prendre quelques minutes pour respirer profondément, en inspirant lentement par le nez et en expirant par la bouche, aide à calmer le système nerveux. Une autre stratégie importante est de structurer son temps. Même si on se sent mal, avoir un petit rituel quotidien, comme une promenade, un moment de lecture ou de méditation, peut apporter un sentiment de stabilité. Il est aussi bénéfique de garder un contact social, même minimal. Envoyer un message, appeler un ami ou rejoindre un groupe en ligne peut casser l'isolement.
la technologie est un allié précieux quand on est loin des proches. Pratiquer une activité physique régulière, même légère, libère des endorphines, hormones du bien-être. Cela peut améliorer l'humeur et l'énergie. Enfin, ne pas hésiter à demander de l'aide professionnelle est un acte de courage. Parler à un psychologue, un conseiller ou un médecin peut offrir un soutien adapté et éviter que le mal-être s'aggrave. Pour conclure, chaque personne doit trouver ses propres ressources, mais ces stratégies sont une bonne base pour gérer les moments difficiles avec plus de sérénité, même en étant seul. À Monsieur Miller, comment peut-on aider un proche qui traverse une période difficile sans tomber dans l'erreur de minimiser ses émotions ou de donner des conseils non sollicités? Merci, Madame Davis, pour cette question très importante, car souvent, dans notre désir d'aider, nous risquons de ne pas être réellement présents pour la personne en souffrance. Aider un proche qui ne va pas bien demande avant tout de la patience, de l'écoute et beaucoup de respect. La première erreur à éviter est de minimiser ses émotions. Dire des phrases comme « ce n'est pas grave »,« il faut penser positif » ou « ce n'est pas si important » peut être blessant, même si ce n'est pas intentionnel. Cela peut faire sentir à la personne que ses sentiments ne sont pas valides, qu'elle n'est pas comprise, ce qui renforce souvent son isolement. Au lieu de cela, il faut privilégier une écoute active et bienveillante. Cela signifie être pleinement attentif à ce que la personne dit, sans interrompre, juger ou chercher à régler le problème immédiatement. Parfois, le simple fait d'être là, de montrer que l'on est disponible, est déjà un immense soutien. Il est aussi essentiel de respecter le rythme du proche. Chacun gère ses émotions à sa manière et à son rythme. Il ne faut pas forcer à parler, mais inviter doucement à s'exprimer, par exemple en posant des questions ouvertes comme « Veux-tu me parler de ce que tu ressens ?» ou « Comment puis-je t'aider ?» Quant aux conseils, ils doivent être donnés uniquement s'ils sont demandés. Offrir une solution non sollicitée peut donner l'impression que l'on ne croit pas à la capacité de la personne à gérer sa situation, ce qui peut créer une distance. Par ailleurs, encourager la personne à prendre soin d'elle, à chercher du soutien professionnel si nécessaire, est une démarche positive, toujours exprimée avec délicatesse. Enfin, il est important de se rappeler que nous ne sommes pas des thérapeutes et que prendre soin de soi en parallèle est essentiel pour pouvoir aider efficacement. Pour résumer, la clé est l'empathie, se mettre à la place de l'autre, accepter ses émotions, lui offrir un espace sûr et respecter ses besoins sans imposer notre propre vision. À Monsieur Miller, dans notre vie quotidienne, quelles habitudes peut-on adopter pour mieux gérer les hauts et les bas émotionnels et maintenir un équilibre psychologique? Excellente question, Madame Davis, car la gestion des émotions n'est pas seulement importante lors des moments difficiles, mais elle est aussi essentielle pour maintenir un équilibre durable dans la vie quotidienne. Pour commencer, adopter une routine de vie régulière aide beaucoup. Se lever, manger, dormir à des heures fixes stabilise notre rythme biologique, ce qui a un impact direct sur notre humeur et notre énergie. Ensuite, l'activité physique est un pilier fondamental. Elle ne doit pas forcément être intense, mais une marche quotidienne, du yoga ou même quelques exercices simples permettent de libérer des endorphines et de réduire le stress. Il est aussi crucial de prendre du temps pour soi, pour se détendre et faire des activités que l'on aime, qu'il s'agisse de lire, écouter de la musique, cuisiner ou pratiquer un hobby. Ces moments sont des bulles de bien-être qui nourrissent notre équilibre émotionnel. Par ailleurs, pratiquer la pleine conscience ou la méditation peut grandement aider à mieux gérer les émotions. Ces techniques nous apprennent à vivre le moment présent, à observer nos pensées sans jugement, ce qui réduit l'impact des émotions négatives. Le sommeil est également un facteur clé. Un bon sommeil répare le corps et l'esprit, tandis que des nuits agitées ou insuffisantes aggravent la vulnérabilité émotionnelle. Avoir un réseau social, même réduit, est aussi important. L'échange avec des proches, des amis ou des collègues crée un soutien et permet de partager ses expériences. Enfin, il faut cultiver une attitude positive mais réaliste envers soi-même. Se fixer des objectifs atteignables, célébrer ses progrès et accepter ses imperfections contribuent à renforcer la confiance et la résilience. En résumé, ces habitudes ne sont pas des recettes miracles, mais elles forment un ensemble cohérent qui, pratiqué régulièrement, améliore significativement notre capacité à faire face aux hauts et aux bas de la vie. À Monsieur Miller, parfois, malgré tous nos efforts, nous nous sentons dépassés par nos émotions négatives.
Comment reconnaître quand il est nécessaire de demander de l'aide professionnelle et quelles sont les démarches pour le faire sans stigmatisation? Merci pour cette question très importante, Madame Davis. En effet, il est parfois difficile de faire la distinction entre une période passagère de mal-être et un état nécessitant une aide professionnelle. Pourtant, reconnaître ce besoin est un acte de courage et de responsabilité envers soi-même. Premièrement, il faut être attentif à la durée et à l'intensité des émotions négatives. Si elles persistent plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et qu'elles impactent négativement la vie quotidienne, par exemple, au travail, dans les relations sociales ou dans les activités habituelles, cela peut être un signal d'alerte. De même, des symptômes comme une grande fatigue, des troubles du sommeil, une perte d'appétit ou un sentiment de désespoir profond méritent une attention particulière. Deuxièmement, il faut observer si ces émotions empêchent d'accomplir les tâches de base ou provoquent des pensées suicidaires. Dans ces cas, il est crucial d'agir rapidement. Demander de l'aide professionnelle ne signifie pas une faiblesse. Au contraire, cela montre que l'on prend sa santé mentale au sérieux. Il existe plusieurs types de professionnels, psychologues, psychiatres, coachs en santé mentale, et même certains médecins généralistes formés pour orienter vers le bon interlocuteur. Pour franchir ce pas, il est souvent utile d'en parler d'abord à une personne de confiance, un proche ou un ami. Ensuite, on peut contacter un professionnel via des centres de santé, des consultations privées ou même des services en ligne. Beaucoup de ressources sont aujourd'hui accessibles et la confidentialité est garantie. Enfin, il est important de déconstruire les stigmates liés à la santé mentale dans notre société. La santé psychologique est aussi importante que la santé physique et demander de l'aide est un acte normal et bénéfique. À Monsieur Miller, quelle stratégie simple peut-on adopter au quotidien pour cultiver la résilience face aux difficultés et ainsi mieux rebondir après des épreuves? Merci pour cette question essentielle, Madame Davis. La résilience, c'est cette capacité à rebondir face aux épreuves, à s'adapter et à continuer d'avancer malgré les obstacles. Heureusement, c'est une qualité que chacun peut cultiver avec des pratiques régulières. Tout d'abord, il est important d'accepter que la vie comporte des hauts et des bas. Ce n'est pas la difficulté en elle-même qui détermine notre bien-être, mais la manière dont nous y répondons. Cultiver une attitude d'acceptation nous évite de nous épuiser dans la lutte contre ce qui est inévitable. Ensuite, se fixer des objectifs réalistes et progressifs est un excellent moyen de garder un cap. Plutôt que de vouloir tout changer en une fois, avancer par petites étapes permet de renforcer la confiance en soi et de mesurer ses progrès. Par ailleurs, maintenir des relations sociales solides est un pilier fondamental de la résilience. Les amis, la famille, les collègues peuvent offrir un soutien précieux, des conseils et un sentiment d'appartenance. Il faut donc nourrir ces liens régulièrement. Une autre stratégie consiste à développer la flexibilité mentale. Cela signifie apprendre à envisager plusieurs solutions, à s'adapter aux circonstances et à voir les échecs non pas comme des fins, mais comme des occasions d'apprentissage. Par ailleurs, prendre soin de son corps joue un rôle majeur. Le sommeil, l'alimentation équilibrée et l'exercice physique contribuent à une meilleure régulation émotionnelle et à une énergie renouvelée pour affronter les défis. Enfin, la pratique régulière de la gratitude et de la pleine conscience aide à focaliser son attention sur le positif, à mieux gérer le stress et à cultiver un sentiment de paix intérieure. En résumé, la résilience se construit dans la durée, à travers des habitudes de vie, un état d'esprit ouvert et bienveillant, et une attention sincère à ses besoins physiques et émotionnels. Analyse du vocabulaire et de l'expression. Dans cette leçon, plusieurs mots et expressions clés méritent une attention particulière pour bien comprendre et utiliser correctement le français à différents niveaux. Le mot « émotion négative » désigne des sentiments désagréables comme la tristesse, la peur ou l'anxiété. Par exemple, on peut dire « Après une mauvaise nouvelle, j'ai ressenti beaucoup d'émotions négatives ». Cela aide à parler des états d'âme de façon précise.
L'expression « demander de l'aide professionnelle » signifie solliciter l'intervention d'un expert, comme un psychologue ou un médecin, pour un problème spécifique. Par exemple, quand j'étais très stressé, j'ai décidé de demander de l'aide professionnelle. Le terme « stigmatisation » fait référence à la discrimination ou au jugement négatif porté sur une personne à cause d'un aspect de sa vie, souvent injuste. Par exemple, il faut combattre la stigmatisation des maladies mentales pour aider les personnes en souffrance. La résilience est la capacité à surmonter les difficultés et à rebondir après une épreuve. On peut dire « sa résilience face à la maladie est admirable ». Enfin, l'expression « cultiver la gratitude » signifie développer un sentiment de reconnaissance pour les choses positives de la vie. Par exemple, chaque jour, j'essaie de cultiver la gratitude pour les petites joies. Ces termes et expressions sont essentiels pour enrichir votre vocabulaire et vous exprimer avec précision dans des contextes personnels ou professionnels. Les exemples concrets facilitent leur mémorisation et leur utilisation correcte. Explication grammaticale. Dans cette leçon, plusieurs structures grammaticales importantes apparaissent, notamment l'utilisation des temps du passé et des modes conditionnels et subjonctifs qui sont essentiels pour exprimer des actions, des hypothèses ou des souhaits liés aux émotions et aux situations personnelles. Le passé composé est souvent employé pour raconter des événements précis et terminés, comme dans « J'ai ressenti de la tristesse ». Ce temps permet de situer clairement l'action dans le passé. Le imparfait est utilisé pour décrire une situation ou un état habituel dans le passé ou pour donner un contexte. Par exemple, quand j'étais jeune, je me sentais souvent stressé. Il exprime la durée ou la répétition. Le conditionnel présent sert à exprimer un conseil, une hypothèse ou une politesse. Par exemple, il faudrait demander de l'aide si vous vous sentez mal. C'est une forme très utile pour formuler des suggestions sans imposer. Enfin, le subjonctif présent apparaît dans des propositions exprimant un sentiment, un doute ou une nécessité, souvent après des verbes comme « il faut que » ou « il est important que ». Par exemple, « il faut que tu parles de tes émotions ». Le subjonctif souligne l'incertitude ou la subjectivité. Maîtriser ces temps et modes améliore grandement la capacité à communiquer avec nuance et précision, notamment pour parler de ses expériences personnelles et émotions. Mots français avec traduction anglaise. Sentiment. Un état émotionnel ressenti intérieurement. Émotion. Une réaction affective intense liée à une situation. Tristesse. Un état de peine ou de chagrin. Anxiété. Un état d'inquiétude ou de stress. Stress. Une tension psychologique causée par des pressions. Dépression. Un trouble mental caractérisé par une tristesse profonde et durable. Solitude. Le fait d'être seul, parfois avec une connotation négative.
Soutien. Aide morale ou matérielle apportée à quelqu'un. Partager. Donner une partie de ce que l'on a, ou faire connaître ses pensées. Écouter. Prêter attention aux paroles de quelqu'un. Comprendre. Saisir le sens ou la nature d'une chose ou d'une personne. Acceptation. Le fait d'accepter une réalité, même difficile. Guérison. Le processus de récupération physique ou mentale. Difficulté. Une situation qui demande un effort particulier. Soutenir. Aider quelqu'un moralement ou physiquement. Confier. Raconter ses pensées ou ses problèmes à quelqu'un de confiance. Parler. Exprimer ses idées ou sentiments à voix haute. Courage. La force morale pour affronter les difficultés. Espoir. L'attente positive d'un avenir meilleur. Patience. La capacité à attendre sans se décourager. Résilience. La capacité à surmonter les épreuves et à rebondir. Bien-être. Un état de santé physique et mentale satisfaisant. Confiance. La croyance en la fiabilité ou la sincérité de quelqu'un. Épreuve. Une situation difficile à traverser. Soutien moral. L'aide psychologique donnée à une personne. Tranquillité. Un état d'absence d'agitation ou de stress. Soulagement. La sensation de diminuer une douleur ou une angoisse. Acceptable. Qui peut être toléré ou approuvé. Consoler. Apporter du réconfort à quelqu'un qui souffre. Vulnérabilité. La capacité d'être affecté par des blessures physiques ou morales. Ces mots forment un vocabulaire essentiel pour parler de la santé mentale, des émotions et de la gestion des moments difficiles. Les comprendre et les utiliser correctement aident à exprimer avec précision ses pensées et ses sentiments dans des conversations en français.